Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler des éléments constitutifs de l'infraction en droit pénal. Alors, quels sont ces éléments constitutifs de l'infraction? Il en existe trois. D'abord, on a l'élément légal, qui signifie que l'infraction n'existe que si elle est prévue par un texte. Puisqu'en effet, en vertu du principe de légalité criminelle, également appelé principe de légalité des délits et des peines, seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction et les peines applicables. Deuxième élément constitutif de l'infraction, ça va être l'élément matériel. Alors c'est quoi l'élément matériel? Il s'agit du comportement réprimé par la loi. Et généralement, l'infraction sera constituée si le comportement a produit le résultat visé par le texte. Mais également, parfois, dans certains cas, l'infraction sera constituée alors même que le comportement n'a pas produit le résultat redouté. Donc, dans l'élément matériel, on a l'aspect du comportement, mais il y a également un aspect qui est lié au résultat de ce comportement, et on en parlera plus en détail dans la suite de cette vidéo. Et puis enfin, troisième élément constitutif de l'infraction, ça va être l'élément moral. L'élément moral, c'est l'attitude psychologique de l'auteur du comportement réprimé par la loi. Et selon les infractions, on verra que l'auteur peut avoir agi avec intention ou par imprudence. Donc, on verra ça dans la suite de cette vidéo. Mais donc, voilà les trois éléments constitutifs de l'infraction. Concernant l'élément légal, il ne nécessite pas de plus ample développement. On va donc dans cette vidéo se concentrer sur l'élément matériel et l'élément moral. Et on commence donc sans plus attendre avec l'élément matériel. Donc comme on l'a vu, l'élément matériel, c'est avant tout le comportement que le texte d'incrimination réprime. Et en ce qui concerne ce comportement, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un comportement unique qui donne lieu à une infraction. On distingue différents types de comportements et donc finalement on distingue différents types d'infractions. Et une première classification entre différents types d'infractions, ça va être la distinction entre les infractions de commission et les infractions d'omission. Il faut savoir qu'en général, une infraction correspond à un comportement positif. C'est-à-dire qu'on a un individu qui fait ce que la loi interdit de faire. On a un individu qui fait quelque chose qui est interdit par la loi. Et à ce moment-là, on parle d'infraction par commission. Donc par exemple, dans le cas d'un meurtre, ou bien, autre exemple, dans le cas d'un viol, on a bien une infraction par commission, puisque la personne, l'individu, fait quelque chose qui est interdit par la loi. Mais parfois, l'infraction correspond à une abstention. C'est-à-dire qu'un individu s'abstient de faire ce que la loi prescrit. Et à ce moment-là, on parle d'infraction par omission. Donc par exemple, on va avoir l'omission de porter assistance à une personne en péril. Il faut savoir que la loi prescrit de porter assistance à une personne en péril. Et donc, si un individu s'abstient de porter assistance à une personne en péril, il s'agit d'une infraction par omission, puisque l'individu s'abstient de faire ce qui est prescrit par la loi. Autre classification en ce qui concerne le comportement, ça va être la distinction entre les infractions instantanées et les infractions continues. Donc, les infractions instantanées, ce sont celles qui se réalisent en un trait de temps. Par exemple, le vol. Le vol se réalise en un trait de temps. Et à l'inverse, les infractions continues, ce sont celles dont l'exécution se prolonge dans le temps. Par exemple,
le recel. Le recel, c'est une infraction qui se prolonge dans le temps. Et puis aussi, en matière de comportement, on distingue les infractions simples, les infractions complexes et les infractions d'habitude. Alors, que sont les infractions simples? Ce sont celles qui ne sont constituées que par un seul acte. Par exemple, le vol. Le vol est constitué par un seul acte, par l'acte de vol. Maintenant, les infractions complexes, ce sont celles qui sont constituées par plusieurs actes de nature différente. D'accord? Plusieurs actes de nature différente. Et donc, par exemple, on va avoir l'escroquerie. L'escroquerie qui est constituée par d'abord un mensonge ou des manœuvres frauduleuses, et puis également la remise d'une chose. Donc, pour que l'escroquerie soit constituée, il faut un mensonge ou des manœuvres frauduleuses, mais ce n'est pas tout, il faut également la remise d'une chose. Et c'est la réunion de ces actes qui va constituer l'infraction. Donc, pour les infractions complexes, retenez bien, il faut plusieurs actes de nature différente. Et puis enfin, les infractions d'habitude, ce sont celles qui sont constituées par la répétition de plusieurs actes de même nature. Et donc, pour les infractions d'habitude, commettre l'acte une seule fois ne suffit pas à constituer l'infraction. Ça ne constitue pas une infraction. Donc, par exemple, l'exercice illégal de la médecine, c'est une infraction, et c'est une infraction d'habitude, puisqu'il faut la répétition de plusieurs actes. Et en l'occurrence, cette infraction d'exercice illégal de la médecine, elle est constituée à partir du deuxième acte médical. Et donc, pour les infractions d'habitude, retenez bien qu'il faut plusieurs actes de même nature, puisque commettre l'acte une seule fois ne constitue pas une infraction. Alors voilà donc pour tout ce qui a trait au comportement dans l'élément matériel de l'infraction, mais on l'a vu, au sein de l'élément matériel de l'infraction, on a aussi l'idée de résultat du comportement. Et généralement, l'élément matériel de l'infraction est constitué si le comportement a produit le résultat visé par le texte d'incrimination. Et on parle d'infraction consommée. Donc par exemple, le meurtre. Le meurtre, il est constitué à la mort de la victime. Il est constitué à partir du moment où le comportement a produit le résultat visé par le texte, à savoir la mort de la victime. Donc généralement, l'élément matériel de l'infraction sera constitué si le résultat visé par le texte se produit. Mais parfois, l'élément matériel de l'infraction, il sera constitué alors même que le comportement n'a pas produit le résultat visé. Et à ce moment-là, on parle d'infraction tentée, et également on parle, en droit pénal, de tentative. Et plusieurs choses à dire en ce qui concerne la tentative. Donc la tentative, c'est l'activité qui tend à la commission d'une infraction, mais qui n'aboutit pas au résultat incriminé par la loi. Et la tentative est punissable si deux conditions sont réunies. Il faut d'abord un commencement d'exécution. C'est-à-dire que le simple projet de commettre une infraction ne suffit pas à constituer la tentative. Il faut que le projet se soit concrétisé par des actes qui ne soient pas de simples actes préparatoires. C'est-à-dire qu'il faut des actes qui tendent directement à la commission de l'infraction avec intention de commettre l'infraction. D'accord? Donc il faut vraiment des actes qui tendent directement à la commission de l'infraction. Et puis, outre le commencement d'exécution, la deuxième condition pour que la tentative soit punissable, c'est l'absence de désistement volontaire. Ça signifie que, même en cas de commencement d'exécution, même si la première condition est remplie, eh bien, la tentative ne sera pas punissable
si l'agent décide de renoncer à commettre l'infraction, si l'agent décide de se désister. Et donc finalement, pour que la tentative soit punissable, il faut donc que la défaillance du résultat soit due au fait que l'agent n'a simplement pas réussi à atteindre le résultat. Par exemple, l'agent qui tire sur sa cible mais qui la manque. Ou alors, il faut que, pour que la tentative soit punissable, il faut que la défaillance du résultat soit due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'agent. Par exemple, en cas d'arrestation par la police. Donc la tentative sera punissable si ces deux conditions sont réunies, commencement d'exécution plus absence de désistement volontaire. Et il faut savoir que la tentative sera réprimée de manière différente selon le type d'infraction tentée. Et plus précisément, la tentative est toujours punissable si l'infraction tentée est un crime. Donc à partir du moment où on est en présence d'une tentative de crime, la tentative sera toujours punissable. Maintenant, en matière de délit, la tentative sera punissable seulement si le texte le prévoit. Donc pour qu'une tentative de délit soit punissable, il faut que le texte le prévoie. Et puis enfin, la tentative n'est jamais punissable si l'infraction tentée est une contravention. Et puis enfin, une fois qu'on sait que la tentative est punissable, eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement? Que risque l'auteur de la tentative? Très simplement, l'auteur de la tentative, il est assimilé à l'auteur de l'infraction, et donc il encourt la même sanction. Voilà donc pour l'élément matériel de l'infraction. On va maintenant s'intéresser à l'élément moral de l'infraction. Juste avant, petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour télécharger mon pack de fiches en droit pénal. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches? C'est tout simplement un pack qui contient 20 fiches de révision, claires et synthétiques, qui résument parfaitement le droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit pénal, et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, vous pouvez vous procurer ce pack de fiches, ça va vraiment beaucoup vous aider, et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, on enchaîne maintenant avec l'élément moral de l'infraction, puisque, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, il ne suffit pas d'avoir été l'auteur du comportement puni par la loi pour engager sa responsabilité pénale, pour que l'infraction soit constituée. Il faut également un élément moral. Et l'élément moral de l'infraction, il comprend deux aspects. D'abord, l'imputabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'imputabilité? Ça signifie que l'agent doit avoir eu conscience de ce qu'il faisait. Et puis, deuxième aspect, c'est la culpabilité, qui signifie que l'agent doit avoir commis une faute. On va donc commencer avec l'imputabilité. Il faut bien comprendre que pour engager sa responsabilité pénale, pour que l'infraction soit constituée, l'auteur du comportement puni par la loi doit avoir agi selon sa propre volonté et être doté de discernement. Donc il doit être capable de comprendre les conséquences de ses actes. Et ça a plusieurs implications en matière d'irresponsabilité pénale, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ne seront donc pas pénalement responsables. Et d'abord, on a les personnes atteintes de troubles mentaux. Et effectivement, l'article 122-1 alinéa 1 du Code pénal nous dit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Donc il faut deux conditions pour que le trouble psychique ou neuropsychique entraîne l'irresponsabilité pénale. D'abord, ce trouble doit avoir existé au moment des faits. Et donc, il faut bien comprendre que ce trouble
il n'a pas nécessairement à être permanent, hein, il peut tout à fait être temporaire, comme par exemple une crise de paranoïa ou bien encore une crise de somnambulisme par exemple. L'idée, c'est simplement qu'il doit avoir existé au moment des faits. Et puis, seconde condition, c'est que le discernement soit totalement aboli. Il faut que le trouble ait supprimé la conscience ou le contrôle des actes. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que le discernement doit avoir été totalement aboli? C'est parce que si le discernement est simplement altéré, c'est-à-dire que la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble, qui a simplement, non pas aboli, mais altéré son discernement, eh bien cette personne, elle demeure pénalement responsable. D'accord? Il n'y a pas, dans ce cas, d'irresponsabilité pénale. Mais simplement, le juge tient compte de cette circonstance d'altération du discernement lorsqu'il détermine la peine prononcée. Ça, c'est ce que dit l'article 122-1, alinéa 2 du Code pénal. Et puis également, il faut préciser que dans un tel cas, la peine encourue est automatiquement réduite du tiers. Mais donc, pour vraiment qu'il y ait irresponsabilité pénale, pour que la personne ne soit pas pénalement responsable, il faut bien une abolition totale du discernement. Également, ne seront pas pénalement responsables certains mineurs, puisqu'effectivement, la personne de moins de 18 ans au moment des faits et qui est incapable de discernement n'est pas pénalement responsable. Et à contrario, les mineurs qui sont capables de discernement sont pénalement responsables. Donc ça, ce sont les articles 122-8 du Code pénal et également L11-1 alinéa 1 du Code de la justice pénale des mineurs. Donc on voit qu'on distingue entre les mineurs incapables de discernement et les mineurs capables de discernement. Et il faut préciser qu'il existe deux présomptions concernant ce critère du discernement. D'abord, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Et ensuite, les mineurs de plus de 13 ans sont présumés être capables de discernement. Donc finalement, un mineur de moins de 13 ans est par principe considéré comme irresponsable pénalement, tandis qu'un mineur de plus de 13 ans est par principe considéré comme responsable, en sachant qu'il s'agit de présomptions simples qui peuvent donc être renversées. Et puis enfin, ne seront pas pénalement responsables les personnes qui ont agi par contrainte. Et ici, il faut citer l'article 122-2 du Code pénal, qui dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contrainte? En réalité, il peut y avoir différents types de contraintes. Il peut s'agir d'une contrainte physique, d'accord? Donc, une contrainte physique qui agit sur le corps de l'agent et qui restreint sa liberté de mouvement, comme par exemple une tempête, ou encore une maladie, un malaise, etc., etc. Mais on peut avoir également des contraintes morales, c'est-à-dire des pressions psychologiques qui vont annihiler la volonté propre de l'agent, comme par exemple des menaces. Et pour entraîner l'irresponsabilité pénale, la contrainte doit réunir deux conditions. Elle doit être d'abord irrésistible. Ça signifie qu'il faut que l'agent n'ait vraiment pas pu agir autrement. Il faut qu'il ait été dans l'impossibilité de se conformer à la loi. Et également, cette contrainte, elle doit être imprévisible. Ça signifie qu'il faut que l'agent n'ait pas pu prévoir la situation. Et donc, si l'agent pouvait se prémunir contre la situation, la contrainte ne sera pas considérée comme imprévisible. Voilà donc pour l'imputabilité. On passe maintenant à l'autre aspect de l'élément moral de l'infraction, qui est la culpabilité. Et la culpabilité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut qu'une faute
ait été commise. Hein, la culpabilité requiert qu'une faute ait été commise par l'agent. Et selon le type d'infraction, la faute devra être intentionnelle ou non. C'est-à-dire que pour les crimes, il faut impérativement une faute intentionnelle, d'accord, pour que l'élément moral de l'infraction soit constitué. Et pour les délits également, là encore, il faut qu'une faute intentionnelle ait lieu pour que l'élément moral de l'infraction soit constitué, mais en matière de délit, il y a des exceptions, puisqu'il y a des cas prévus par la loi où la faute intentionnelle n'est pas requise. Et enfin, en matière de contravention, il n'y a pas de nécessité d'une faute intentionnelle, sauf pour certaines contraventions. Donc finalement, pour les crimes, pour la plupart des délits et pour certaines contraventions, il faut une faute intentionnelle pour que l'élément moral soit constitué. Et en revanche, pour les contraventions ainsi que pour certains délits prévus par la loi, la faute peut être non intentionnelle. Il n'y a pas de nécessité d'une faute intentionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par faute intentionnelle? Qu'est-ce que ça signifie? La faute intentionnelle, ça correspond à la volonté de commettre l'infraction. L'agent qui commet une faute intentionnelle a vraiment la volonté de commettre l'infraction. Et donc, la faute intentionnelle suppose d'abord une connaissance de l'illégalité de l'acte. C'est-à-dire que la personne doit être consciente que son comportement viole la loi pénale. Prenons un exemple. Par exemple, la personne qui s'empare d'une chose qu'elle croit lui appartenir, eh bien, cette personne ne commet pas un vol, puisqu'elle s'est emparée d'une chose dont elle croyait être propriétaire. Donc, cette personne-là, elle n'était pas consciente que son comportement viole la loi. Elle n'avait pas la volonté de commettre un vol. Et donc, dans un tel cas, sa faute n'est pas intentionnelle. Et outre la connaissance de l'illégalité de l'acte, la faute intentionnelle suppose également une volonté de violer la loi, c'est-à-dire que la personne doit avoir eu la volonté de son comportement et également la volonté du résultat pouvant découler de la violation de la loi. Donc, par exemple, une personne qui roule à une vitesse supérieure au maximum autorisé a bien la volonté de son comportement, mais n'a pas forcément la volonté de tuer quelqu'un. Et donc, si ça se produit, eh bien, il s'agit alors d'un homicide involontaire et non pas d'un meurtre. Puisque dans un tel cas, la personne avait bien la volonté de rouler à une vitesse supérieure à la loi, elle avait la volonté de son comportement, mais elle n'avait pas la volonté du résultat qui pouvait découler de cette violation de la loi. Elle n'avait pas la volonté de tuer quelqu'un. Et donc, dans un tel cas, sa faute ne pourra pas être considérée comme intentionnelle, et donc, l'élément moral de l'infraction ne sera pas constitué. Donc c'est ça la faute intentionnelle. D'abord, conscience que son comportement viole la loi pénale, et ensuite, volonté de son comportement et du résultat pouvant découler de la violation de la loi. Et comme je vous l'ai dit, cette faute intentionnelle, elle est nécessaire en matière de crime. C'est-à-dire que à partir du moment où la faute n'est pas intentionnelle, eh bien, l'élément moral du crime ne sera pas constitué. Et c'est la même chose en matière de délit, sauf si la loi prévoit le contraire, sauf si la loi prévoit qu'une faute non intentionnelle est suffisante pour le délit en question. Et en ce qui concerne maintenant la faute non intentionnelle, qu'est-ce que ça signifie faute non intentionnelle? C'est tout simplement la faute qui résulte d'une imprudence, qui résulte d'une négligence. Donc la personne n'avait pas conscience de violer la loi pénale, n'avait pas la volonté du résultat qui pouvait découler de la violation de la loi, mais simplement la personne a agi avec imprudence, a agi avec négligence.
Et cette faute non intentionnelle, elle est suffisante en matière de contravention. Donc par exemple, si vous fraudez dans le bus, d'accord, vous rentrez dans le bus et voilà, vous n'achetez pas de ticket, vous oubliez d'acheter un ticket, vous allez directement vous asseoir sur un siège. Admettons que y a des contrôleurs qui rentrent dans le bus et qui vous verbalisent, qui vous mettent une amende, et bien là, vous ne pourriez pas dire écoutez, monsieur le contrôleur, voilà, j'ai oublié, j'avais pas conscience de violer la loi, j'avais pas la volonté de commettre une infraction, etc., etc. Non, vous ne pourriez pas dire ça, puisque il s'agit d'une contravention, et en matière de contravention, la faute non intentionnelle est suffisante. C'est-à-dire que le simple fait que vous ayez agi par imprudence, par négligence, eh bien, suffit à constituer l'élément moral de l'infraction. Et il n'est pas nécessaire d'avoir la volonté de commettre l'infraction. Voilà, ceci étant dit, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les éléments constitutifs de l'infraction. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les éléments constitutifs de l'infraction. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.